BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous, une saison en or, oui, depuis le mois d'octobre, et bien chaque semaine sur BFM Business, on vous aide à y voir plus clair dans le maquis de la loi, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie privée. Difficile parfois de s'y retrouver, pas de souci, on est là, bienvenue dans le club du droit. Et dans 2 minutes, l'acte de la semaine. Gros plan sur l'usufruit. Oui, c'est vrai que régulièrement, on vous parle de l'usufruit. Là, on va s'y attarder quelques longues minutes. Vous aurez également la parole au travers de vos questions, laissez toujours très nombreuses sur le club du droit, @bfmbusiness.fr. Nos amis notaires vous répondront, plus le plein d'infos pratiques, d'infos juridiques. Tiens, ça tombe bien, on va commencer avec ce qui s'est passé cette semaine. Les news de la semaine avec Erwan Maurice. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. Erwan, on va commencer par l'immobilier, toujours extrêmement foisonnante cette information, bien sûr. C'est Banque Casino et Cdiscount qui se positionnent sur quoi? Sur l'assurance emprunteur. Oui, parce que depuis le début de l'année, Ouais. les emprunteurs peuvent changer d'assurance de prêt immobilier et ce, chaque année. Je l'ai fait. Voilà, c'est parfait, vous êtes en plein dedans. Les nouveaux acteurs donc se lancent et effectivement, le dernier en date, c'est le groupe Casino, avec deux choses, la banque Casino et puis Cdiscount, qui est aussi une marque du groupe Casino. Ils ont noué un partenariat avec une fintech qui s'appelle Utwin, qui est en réalité un courtier en ligne, et Malakoff Médéric. Et donc ensemble, ils vont couvrir ce que couvrent généralement les assurances emprunteurs, à savoir la perte totale et irréversible d'autonomie, l'incapacité temporaire totale, l'invalidité permanente totale, l'invalidité permanente professionnelle. Voir le décès aussi. Et la différence de ces nouvelles offres, c'est qu'elles sont 100% digitales et très agressives à des prix intéressants. Un des prix intéressants. Faisons jouer la concurrence, Erwan. Les étudiants souhaitent souvent sous-louer donc leur chambre durant l'été. Attention quand même. Mais oui, tout à fait. La tentation, elle est grande pour les étudiants qui sont peut-être absents de leur logement étudiant pendant l'été et qui donc payent pour un logement qui est vide, plein pot. Et donc, ils veulent le sous-louer. 2 étudiants sur 10. Beaucoup de touristes, par exemple, à Paris. Tout à fait. Paris, effectivement, bon exemple. En France, 2 étudiants sur 10 prévoient de sous-louer leur appartement, selon Apartagé, qui est le premier site de colocation en France. Rappelons que la sous-location est réglementée, on l'oublie parfois. Il faut avoir l'accord du propriétaire. En réalité, seulement 20% des propriétaires sont au courant que leur locataire sous-loue leur appartement. Et sinon, s'ils l'apprennent, il peut se retourner contre vous. On a un exemple récent, il y a quelques jours. Un couple parisien a été condamné à verser 27 000 € de loyer aux propriétaires. Donc l'appartement était à 1 200 € par mois et eux, ils le sous-louaient 4 000 € par mois. Et ça aussi, c'est totalement interdit de sous-louer plus cher que ce qu'on loue soi-même. Le fameux prélèvement à la source, est-ce qu'il pourrait amputer, gréver, plomber quelque part les achats immobiliers? Il pourrait. C'est ce que dit l'expert en immobilier Henri Buzicazo, il vient souvent vous voir, les décodeurs tous les soirs, 19h-20h. Le crédit immobilier est calculé par les banques en fonction du revenu de l'emprunteur. Et donc, avec le prélèvement à la source, mathématiquement, le revenu net est inférieur. Il est moins important. Apparemment, oui. Apparemment. Voilà. Donc, le prélèvement à la source pourrait devenir en l'état un élément de refus. Et en plus de ça, on a un sentiment d'appauvrissement, effectivement, qui pourrait dissuader les potentiels acheteurs de passer à l'action, puisqu'ils pourraient douter de leur faculté peut-être à s'endetter. Oui, c'était Sandrine Alonier aussi, vousfinancier.com, qui nous le disait dans ces mêmes décodeurs de l'écho. Merci Erwan Maurice. Merci. On enchaîne avec l'acte de la semaine. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Avec Jean-Michel Boisset. Bonjour. Bonjour Fabrice. Jean-Michel Boisset qui est notaire à Bretteville-l'Orgueilleuse. On est toujours dans l'ouest de Caen, dans le département du Calvados. Et c'est vrai que je le disais avec tous vos collègues notaires, régulièrement on parle de l'usufruit. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment qu'on appuie sur le bouton pause et qu'on s'intéresse à l'usufruit. Si vous deviez donner comme ça une définition la plus claire, la plus courte possible sur l'usufruit, qu'est-ce que ce serait, Maître Boisset? Effectivement, on va essayer d'être clair, parce que c'est le sketch des inconnus sur le jus de fruits. Non, l'usufruit, c'est l'usage d'un bien et les fruits, c'est-à-dire les revenus du bien. Donc les deux, le droit d'occuper une maison par exemple, ou le droit d'en percevoir les loyers. Sur une somme d'argent, le droit de percevoir les intérêts. L'usage est plus compliqué sur une somme d'argent. On va parler de termes un peu compliqués, de quasi-usufruit. Là, on a des conventions à mettre en place dans ce cas-là quand on le fait sur une somme d'argent. Donc, c'est le droit d'utiliser un bien dont une autre personne est propriétaire et on peut en percevoir les revenus. On n'est pas du tout dans la notion de
propriété, avec tous les attributs de la propriété. Hein. C'est une partie de la propriété. La propriété, c'est un tout. On a l'usufruit, et puis on a le nu propriétaire, c'est-à-dire celui qui va recevoir le bien libre quand l'usufruit va s'éteindre. Le propriétaire, il a le droit d'utiliser le logement, donc ce que fait l'usufruitier. Il a le droit de percevoir les revenus du logement en le louant, ce que fait l'usufruitier. Mais le propriétaire a le droit de disposer du logement en le vendant. Et là, l'usufruitier ne le peut pas spontanément. Alors, l'usufruitier et le nu propriétaire ne peuvent pas disposer du bien l'un sans l'autre. Il va falloir la signature des deux. Voilà. Donc, souvent, c'est le conjoint survivant, par exemple, qui va soit pouvoir rester dans la résidence principale, soit sur un autre bien qui va louer et en percevoir les revenus. S'il le vend, il doit le vendre avec l'accord du ou des nus propriétaires, et puis il doit y avoir un accord soit pour réemployer la somme, soit pour la partager entre eux en fonction de valeurs, en fonction de critères qui sont déterminés. Mais l'usufruitier ne peut pas le faire tout seul comme le ferait un simple propriétaire. Voilà, c'est ce que je voulais. En résumé, l'usufruit, c'est le droit de jouir d'un bien dont une autre personne dispose de la nue propriété. Il y aura des conditions, évidemment. Tout ça, on va y revenir. Il ne faut pas confondre usufruit et droit d'usage et droit d'habitation également. Jean-Michel Boisset. L'usufruit contient le droit d'usage et d'habitation, je l'ai donné dans la définition, mais c'est aussi le droit de le louer. Et le droit d'usage, en fait, c'est un droit qui est strictement personnel, qu'on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Et limité à la seule habitation du logement, voilà. Et sans pouvoir le louer. Et l'usufruit porte sur un bien d'habitation, sur de l'immobilier, mais il peut porter sur toute autre chose, des meubles, une somme d'argent. Il y a vraiment une grande variété d'usufruits. Comment on devient usufruitier, comment on devient nu propriétaire? C'est dans quelles circonstances? Donnez-nous quelques exemples qu'on comprenne bien, Jean-Michel Boisset. Alors, l'usufruitier, c'est souvent dans deux cas. Soit c'est à l'occasion d'une succession, ce sont les enfants qui héritent, mais on protège le conjoint, il a le droit à l'usufruit. Soit c'est une donation. Je donne à mes enfants la nue propriété d'un bien, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs de le recevoir quelques années plus tard, mais j'ai gardé l'usufruit de ce bien. En général, je l'ai gardé de manière viagère pour la durée de ma vie, mais je peux aussi donner à mes enfants un bien en disant je me réserve l'usufruit 10 ans. Ou parfois, pour aider un enfant qui fait ses études, eh bien, on va lui donner l'usufruit d'un bien pendant une dizaine d'années, il va percevoir les revenus. Ça va peut-être diminuer ma fiscalité. Et puis par contre, ce bien, j'en aurais peut-être besoin à la retraite. Donc l'usufruit, il a été prévu pour 10 ans. Au bout de 10 ans, il s'éteint. Ça revient dans mon patrimoine. Attention, petit effet fiscal, ça vient parfois le retransmettre plusieurs fois. Bon, ça on va y revenir tout à l'heure, quand on va parler notamment aussi du barème fiscal. Les droits, les devoirs attachés donc à un usufruit. Les droits, tout d'abord, on l'a déjà dit, droit d'utiliser le bien, par exemple, droit de percevoir les revenus tirés du bien, ça vous nous l'avez dit tout à l'heure. Oui, alors on perçoit l'ensemble des revenus du bien. Ça va être les intérêts sur une somme d'argent, ça va être le loyer sur un bien immobilier, et puis on a des devoirs, notamment sur un bien, qui est d'entretenir le bien, un petit peu comme le locataire. C'est ça. Grosso modo, les obligations de l'usufruitier sont un peu les mêmes que ceux du locataire. Vis-à-vis du propriétaire. Vis-à-vis du propriétaire, un entretien courant. Par contre, le danger, et là il faut bien le traiter dans les donations, le danger c'est qu'on peut demander au nu propriétaire, donc celui qui est propriétaire mais qui n'a pas la disponibilité du bien, de participer aux travaux et de financer les travaux de grosses œuvres. La toiture, la réfection d'un mur, ça peut poser quelques difficultés, notamment dans des couples recomposés, donc dans la donation entre plus d'un coup qui peuvent surgir. Dans la donation aux enfants, c'est des choses qui s'anticipent avec un notaire, parce qu'effectivement on demande à des nus propriétaires de financer des travaux alors qu'ils ne perçoivent aucun revenu, ça peut être compliqué. Et en revanche, à la fin de l'usufruit, on ne peut pas réclamer d'indemnité pour avoir amélioré le bien, justement. On ne peut pas, non. Les améliorations vont profiter aux nus propriétaires, sauf quelques cas d'abus où on pourrait faire requalifier dans certains cas de donation déguisée. C'est vrai que si vous êtes usufruitier d'un terrain et que vous avez construit une maison, que l'usufruitier a construit une maison... Ça arrive souvent ou pas, ce cas de donation déguisée? Ça arrive pas souvent, mais de temps en temps, au travers de l'usufruit, un enfant peut être favorisé par rapport à un autre. Il faut toujours veiller à respecter un équilibre et vraiment s'entourer des conseils du professionnel qu'est le notaire
pour anticiper les situations de conflit au moment de succession future ou d'extinction de cet usufruit. Comment se répartit la valeur d'un bien entre usufruitier et nu propriétaire, justement? Il y a un barème qui existe, hein? Alors, il y a un barème. Vous comprenez bien que le droit de disposer d'un bien, de le louer ou d'en avoir la jouissance, si vous avez 90 ans, vous n'avez pas la même espérance de vie que si vous avez 50 ans. Donc la valeur est forcément plus forte à 50 ans qu'à 90 ans. Ça change en fait toutes les dizaines. Ça change à 51, 61, 71 et 91. Ah, c'est ça, voilà, pour ceux qui nous suivent à la télé, il y a un barème fiscal, donc moins de 21 ans, 90% de la valeur de l'usufruit, moins de 31 ans, 80%, moins de 41 ans, 70%, etc. Et jusqu'à plus de 91 révolus, 10%. Voilà, vous donnez entre 51 et 61 ans, vous enlevez 50% de la valeur du bien. Donc il y a aussi un effet fiscal qui est de transmettre le plus tôt possible à ses enfants, à ses héritiers ou petits-enfants, des biens en se réservant l'usufruit. C'est-à-dire, je m'assure un revenu, je m'assure la possibilité de pouvoir continuer d'habiter la résidence principale ou la résidence secondaire, mais je l'ai transmis pour une valeur moindre. Donc il faut anticiper les donations, les transmissions, et le conseil à vous donner, quand vous avez 50, 60, vous allez voir votre notaire, il vous reste 1 an pour organiser la transmission, c'est le bon moment, et ça s'anticipe, c'est intéressant fiscalement, c'est intéressant pour les enfants aussi. Oui, et puis bon, tout ça, barème qui sert aussi pour le calcul des droits d'enregistrement en cas de donation, de succession, etc. À quel moment prend fin l'usufruit? Alors, 2 types d'usufruit. Usufruit viager ou usufruit pour une durée déterminée. Si l'usufruit est viager, c'est-à-dire qu'il prend fin par le décès de l'usufruitier. Tout simplement. Souvent, quand c'est un couple qui s'est réservé l'usufruit sur un bien qu'ils ont donné, on a prévu, et il faut le prévoir, que non seulement celui qui donne a l'usufruit, mais que son conjoint, s'il lui survit, il faut qu'il ait aussi l'usufruit. Ou s'ils sont 2, on ne se retrouve pas avec une moitié de revenus au moment du décès. Ou alors, en tout cas, il faut que ça soit un choix. Donc, ça, c'est un au décès. Parfois, ça revient au survivant quand ça a été prévu. Si ça a été prévu pour une durée déterminée, par exemple 10 ans, ça s'éteint. Au bout de 10 ans, le bien redevient libre, le nu propriétaire redevient plein propriétaire. Si je n'utilise pas le bien aussi pendant un certain nombre d'années aussi, ça peut tomber là aussi. Il y a non, l'usufruit va, contrairement à un droit d'usager d'habitation, l'usufruit ne tombe pas si je l'utilise pas. C'est éventuellement un défaut d'entretien. Pourrait y avoir une action judiciaire. Elles ne sont pas toujours à conseiller. Il faut essayer de trouver parfois d'autres solutions. Ça peut être de vendre et de remployer cet usufruit, cette nue propriété et cet usufruit sur un autre bien. Vous avez une maison qui est trop grande, vous pouvez, avec les enfants du propriétaire, la vendre et racheter un appartement. Ou vous pouvez racheter un appartement et puis placer le surplus. Ou vous pouvez partager le prix entre la valeur de l'usufruit et la valeur de la nue propriété. Au final, Jean-Michel Boisset, vous êtes notaire à Bretteville-l'Orgueilleuse. C'est un bon système ou pas? Je pense que c'est un très bon système, surtout à anticiper dans les donations. On a un bien, on sait qu'on ne va pas s'en séparer. Je peux le transmettre à moindre coût fiscal à mes enfants, à mes héritiers. Je le fais suffisamment tôt et je m'assure un revenu. Et puis, je le disais, les usufruits temporaires sont parfois un bon système pour quand on est encore en activité, quand on a des enfants qui font des études, ils ont le revenu, ils vont payer un petit peu moins d'impôts. Vous êtes peut-être dans une tranche d'impôts assez forte. Et puis par contre, vous en retraite, vous aurez peut-être un peu moins de revenus, l'usufruit sera éteint. Donc ça peut être une bonne solution. Il y a toujours un notaire, un professionnel pour vous conseiller sur la solution adaptée. Et notamment dans la banlieue de Caen, à l'ouest de Caen, à Bretteville-l'Orgueilleuse, maître Jean-Michel Boisset. Merci pour tous ces bons conseils. À très bientôt. Bon retour dans l'ouest de la France. Passez-moi le notaire, on continue. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Et encore un grand merci tout au long de la saison. Vous nous avez abreuvé de vos questions. Le club du droit @bfmbusiness.fr. On n'a pas pu répondre à toutes et tous. Bien sûr, on en prend 3 à chaque fois. Oui, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est comme ça. Bon, c'est déjà mieux que rien. Bonjour Nathalie Cousy-Goussias. Bonjour à tous. Elle est notaire dans le 5e arrondissement de Paris, l'une des stars de ce club du droit. Allez, on démarre tout de suite. On ne perd pas de temps. Direction Chantilly, dans le département de l'Oise, avec la question de Brahim qui nous demande: le logement attribué à ma mère était en indivision. Il n'y aurait pas de problème pour l'évaluation de la soulte. Pour le reste, le mobilier, nous dit-il, cela va demander du temps. Est-il possible dans l'immédiat de soumettre à un notaire une demande d'authentification de la propriété du logement? Bon,
Alors, on est dans quel cadre, là, exactement? Qu'est-ce qu'il veut dire, Brahim? On est dans le cadre d'un divorce, d'une succession? Alors, là, spontanément, je ne vois pas bien. Ça peut être les deux, Fabrice. Oui. Manifestement, Brahim, que dit-il, en fait? Que sa mère, en fait, est en indivision, Oui. alors peut-être avec son père ou son ex-mari, hein, ou peut-être avec l'un de ses frères et sœurs dans le cadre d'une succession. Ça veut dire qu'en fait, ils sont tous les deux propriétaires de ce qu'on appelle de droits concurrents, de droits indivis sur un même bien. Donc, sa mère, elle est propriétaire peut-être d'une moitié du bien, et son père de l'autre moitié. Et donc, ce que dit Brahim, c'est qu'il dit, a priori, ils sont d'accord sur la valeur de la maison. Donc, est-ce qu'on peut tout de suite mettre le bien au nom de ma mère en payant la soulte? Alors, la soulte, c'est quoi? C'est la somme que doit payer celui qui garde le bien à l'autre. C'est ça, la soulte. Donc, oui, bien sûr, le Code civil... Il rachète quelque part la part de l'autre. Bien sûr, il privilégie tous les jours, toujours les accords. Donc, s'ils sont divorcés, il n'y a pas de souci. Dès lors qu'ils sont d'accord à la fois sur l'évaluation du bien et sur ce qu'on appelle les comptes, eh ben, il est tout à fait possible d'aller faire un acte de partage chez le notaire. Donc, c'est possible, hein, y compris pour le reste, le mobilier. Ah bah, le mobilier, ils pourront voir ailleurs. Oui. Mais c'est vrai que souvent, on privilégie les accords globaux parce que c'est une façon de clore définitivement le contentieux. Mais a priori, j'ai envie de dire théorie des petits pas. Voilà. Au moins, ça permettra que celui qui se retirait ses sous et que la maman de Brahim soit enfin chez elle. Bien, eh ben voilà, elle a tout compris, Nathalie Couzy-Goussias. En même temps, le contraire m'aurait étonné. Béatrice, elle est à Vincennes, dans le Val-de-Marne. Est-ce que vous aurez réponse à la question de Béatrice, Nathalie Couzy-Goussias? La réponse, c'est oui, je sais à l'avance. Nous n'avions pas signé de contrat de mariage, nous dit-elle, et nous avons acquis ensemble un bien en 2001. J'ai divorcé en 2014 après une longue procédure débutée en 2008. Mon ex-époux refuse de me donner ma part et bloque la liquidation restant dans la maison. Combien de temps est nécessaire pour parvenir à une liquidation lorsque l'un des époux s'y oppose? Bon, alors là, on est au plan carrément sur le divorce, le partage du logement. J'ai une question fondamentale. Qui est propriétaire des biens? Voilà, c'est peut-être une question à laquelle il faut répondre déjà. Et la question de Béatrice, elle est vraiment récurrente et ça peut être un gros problème. Donc, faut ça, vous la voyez régulièrement, cette question? Oui, régulièrement, bon, Fabrice, parce qu'en fait, que se passe-t-il? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le juge qui va prononcer le divorce, son rôle, ce n'est pas, sauf dans certains cas, de se prononcer sur le partage des biens. Ça veut dire que dans le cadre de notre Béatrice, elle a bataillé pendant de nombreuses années pour avoir son divorce. Oui, parce que le jugement de divorce indique qu'il occupe le bien à titre onéreux depuis 2008 et que cette situation dure malgré l'envoi d'huissier, etc. C'est-à-dire que le divorce n'a rien résolu, si ce n'est que briser les liens du mariage. C'est-à-dire qu'ils sont tous les jours, ils sont tout le temps, ils sont toujours propriétaires de ce bien. Et ça arrive souvent, l'un se maintient abusivement dans les lieux sans payer de loyer, parce que ce qu'on appelle cette attribution à titre onéreux, parce que Béatrice a dit il a été autorisé à rester dans les lieux à titre onéreux. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas payer sa part, mais il dit en fait il fait la politique de la chaise vide. C'est-à-dire que quand Béatrice lui demande d'aller chez le notaire, de tenter de résoudre la solution, eh ben, manifestement il fait la politique de la chaise vide. Donc il faut se référer toujours à notre code civil, le code civil qui vous accompagne nuit et jour, qui nous donne deux possibilités. Déjà, c'est l'article 837 du Code civil qui dit que s'il y a l'un des indivisaires qui, en fait, est taisant, manifestement taisant, c'est-à-dire qui dit je fais rien, je ne réponds pas. Et ben dans ces cas-là, l'indivisaire le plus diligent, c'est-à-dire ici notre Béatrice, elle peut demander via un avocat au juge à nommer un mandataire judiciaire qui va représenter son mari chez le notaire. Mais sauf que le mari peut aussi dire je réponds, mais je ne suis pas d'accord. Donc, dans ce cas-là, c'est un partage judiciaire. Donc, il faut faire des propositions de transaction amiable. Et si ça ne marche pas, il faut tout de suite que Béatrice saisisse le tribunal. Parce que c'est sûr qu'un accord, c'est toujours préférable. Mais là, s'il y en a un qui ne veut pas sortir, et pour être d'accord, il faut être deux, eh bien, il faut saisir le tribunal parce que sinon, ça peut durer de nombreuses années. Parce que l'indivision, si on ne la fait pas cesser, eh bien, elle peut se pérenniser de nombreuses années. Béatrice, elle ne verra jamais ses sous. Le bien en indivision, l'indivision prévoit quoi? Que prévoit la convention d'indivision? Alors, manifestement, la Fabrice, il n'y a pas eu de convention. Il n'y a pas eu de convention, c'est-à-dire que le juge... On ne connaît même pas le régime sous lequel elle est... Alors, si Béatrice nous disant qu'il n'y a pas eu de contrat de mariage, ça veut dire que manifestement, le bien, il a été acheté pendant l'union. Donc, c'est un bien commun, donc qui appartient à tous les deux. Donc, il y en a un qui occupe privativement un bien qui appartient aux deux. Hein, voilà. Attention quand même, quand on parle de biens achetés en commun, ils ne sont pas toujours des biens
communs, ils peuvent être des biens propres si l'un des époux a payé soit l'intégralité ou plus de 50% avec des... Bien sûr, avec fonds une clause de propres. remploi. Voilà. Ouais. Alors, ce n'est pas ça, parce toujours. qu'il y a des fonds qui sont propres que le bien sera automatiquement propre. Il faut encore qu'il y ait la mention dans l'acte. C'est-à-dire que la personne qui a oublié de mettre la mention ne perdra pas pour autant les fonds qu'elle y a investis, mais le bien sera commun, mais elle pourra récupérer la mise qu'elle y aura mis, réévaluer. Bon, il y a de l'espoir pour elle, donc. De l'espoir, c'est qu'il faut surtout qu'elle ne se décourage pas, qu'elle ne baisse pas les bras, sachant néanmoins que la médiation est toujours possible. Il faut dire à notre Béatrice qu'elle peut aussi tenter de trouver une transaction, mais si ça ne fonctionne pas, tout de suite le tribunal ou un représentant de l'indivision. Bruno, qui nous écrit de Montpellier, dans l'Hérault, bien entendu, qui nous dit « Comme je n'ai pas réussi à obtenir un prêt pour l'acquisition de mon bien immobilier, mes parents vont emprunter et acheter avec moi dans le cadre d'une SCI. Cependant, c'est moi qui vais tout rembourser, nous dit Bruno. Comment faire pour clarifier les choses ?» Alors, juste un mot, on rappelle d'un mot, même si on en a souvent parlé dans ce Club du droit cette saison sur BFM Business, la SCI qui permet de gérer à plusieurs un même bien immobilier. C'est une société civile immobilière. Voilà, qui va, là en fait, ce que va faire notre spectateur, c'est que Bruno, c'est que avant d'acheter, ils vont créer une SCI, il va créer une SCI avec ses parents. Et la SCI va se porter acquéreur de ce bien immobilier et manifestement les parents, comme Bruno, se porteront caution de ce prêt. Parce que j'ai l'impression, Bruno dit, c'est moi qui vais tout payer. Qui vais tout rembourser. Donc c'est là-dessus qu'il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il faut que les parents aient le minimum de part et que ce qu'ils versent éventuellement à la SCI pour aider la SCI à payer, eh bien ça soit par le biais d'un compte courant d'associés. Parce qu'on va prévoir quand même des clauses dans la SCI pour que si malheureusement les parents de Bruno venaient à décéder, que Bruno va se trouver confronté à ses frères et sœurs qui seront héritiers comme lui. Donc il faut faire en sorte que la situation se passe le moins mal possible et de prévoir comment va se passer le règlement de l'éventuelle succession. Attendez, Nathalie, c'est une bonne idée ou pas? C'est ce que vous recommandez ou pas, justement, de recourir à une société civile immobilière si on n'arrive pas à obtenir un prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier? C'est l'une des idées. C'est vrai que moi, j'aurais préféré que Bruno l'achète à son nom et finance tout. Avec un emprunt en bonne et due forme. Éventuellement, que les parents se portent caution, mais ne mettent rien. Mais ça peut arriver, quoi, en tout cas. Ça peut arriver, bien sûr. C'est intelligent si on ne peut pas faire autrement. C'est pas quelque chose qui est illégal, c'est pas quelque chose qui est absolument pas illégal. Non, ça vous dit. C'est absolument pas illégal, mais contrairement... C'est une alternative. C'est l'alternative, mais... Je le dis, Fabrice, parce que je l'entends souvent parmi mes clients. On a l'impression que la SCI, c'est le Graal, c'est la solution à toutes les difficultés. Non, il faut manier avec précaution, ça s'entretient. Et surtout, mais bien sûr, et les parts feront partie de la succession des parents. Donc il faut être vigilant, ce n'est pas un moyen de défiscaliser. Ça peut être un bon levier pour permettre à une personne vulnérable, pourquoi pas, de détenir un bien avec ses frères et sœurs. Mais il faut la manier avec précaution. Bien, merci beaucoup Nathalie Cousy-Boussuas. Bon été. Alors, le code civil, vous voyez, sur le transat sur la plage, sur le matelas sur la plage, vous le mettez sur la tête avec une petite serviette comme ça. Il ne vous quittera pas pendant tout l'été. Merci. À bientôt Nathalie. Allez, le saviez-vous? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous? Alors peut-être qu'un jour on y verra Nathalie Cousy-Boussuas. Vous savez, chaque semaine on part à la rencontre des notaires qui avaient intégré pour une courte période la prestigieuse école d'officiers de Saint-Cyr, Coëtquidan. Reportage commenté par Erwan Maurice. Escalader des murs, sauter des fossés, ramper sous des troncs d'arbres, sacré parcours d'obstacles pour 16 notaires qui avaient abandonné costumes traditionnels et mocassins pour un treillis et des rangers le temps de 4 jours d'entraînement intense. Maître Jocelyn Nicolas de Bar-sur-Aube dans l'Aube. C'est un petit peu fatigant, mais on n'est pas venu pour se reposer non plus. On apprend beaucoup de choses en très peu de temps, c'est extra. En janvier, un partenariat avait été conclu entre le Conseil supérieur du notariat et Saint-Cyr. Objectif, optimiser le travail des hommes de loi dans leur fonction de chef d'entreprise en s'appuyant sur l'expertise de la prestigieuse école militaire. Hervé Kergosian, directeur des opérations Saint-Cyr Grand Ouest. Au travers du module gestion de l'urgence, c'est expérimenter, prendre un peu de temps pour travailler la prise de décision dans l'urgence. Jusqu'où je délègue, comment je développe la confiance, comment j'adapte, comment je développe les talents au sein de mon office, tout en maîtrisant et en contrôlant. Exercice pratique, construire un pont en situation critique afin d'évacuer les habitants d'un village en proie aux flammes.
Bon, il y avait encore des progrès à faire, selon Arnaud Arène, consultant pour Saint-Cyr Formation Continue. Ça manquait de clarté sur la désignation des rôles. Ça s'est ressenti dans les moments de flottement où tout le monde se retourne, mais on ne sait pas vers qui en fait. Développer et renforcer la cohésion, s'aguerrir psychologiquement aux situations complexes, se familiariser aux cas extrêmes, les notaires se sont donnés à fond. Maître Geneviève Saez, notaire à Paris, en redemanderait presque. Ça nous sort vraiment du cadre, ça nous oblige à repenser notre fonctionnement. Non, c'est une excellente formation, ça dynamise. Prochaine action de formation des notaires sur le site de Saint-Cyr à Couët-Quidan en Bretagne les 11 et 12 octobre prochains. Voilà, on était vraiment loin du confort des offices notariaux. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, dernier numéro du Club du Droit, on évoquera les ventes aux enchères notariales. Et puis d'ici là, évidemment, vos questions, leclubdudroit@bfmbusiness.fr. Très très bonne semaine.